Voici la toute première page de One Piece, l'exécution de Goldie Roger, la backstory fondatrice de cet univers, lançant l'âge d'or de la piraterie, suivie par une autre, celle de Monkey D. Luffy, posant les bases de son aventure. Dès ses débuts, Eiichiro Oda nous montre qu'il est un maître des flashbacks, et ces 28 dernières années, il en a écrit un paquet. De Portgas D. Ace qui a passé son existence à chercher une raison de vivre, à Boa Hancock, réduite en esclavage par les dragons célestes, laquelle est la meilleure backstory de tout One Piece. Ce chien a fait pleurer beaucoup d'entre nous. Son maître est parti à l'hôpital en lui demandant de monter la garde. Il a bien compris que jamais il ne reviendrait, mais il reste, car c'est un souvenir de celui qu'il aimait, son plus grand trésor qu'il protège jusqu'au bout. Les premières backstories du manga sont des drames du quotidien, que ce soit Zoro, dont l'ami d'enfance a chuté dans un escalier, ou Usopp, un gamin abandonné par son père, qui ment pour redonner espoir à sa mère malade. Sanji tape un peu plus fort, naufragé sur une île avec un pirate, quand ses provisions s'épuisent, il tente de voler celle de son compagnon d'infortune et découvre que l'homme lui avait tout donné, sacrifiant sa jambe pour la survie d'un enfant qui partage son rêve. Puis arrive la meilleure backstory d'East Blue. Orpheline de guerre et adoptée par l'ancienne marine belle-mère, Nami grandit dans la pauvreté. Elle est un poids pour celle qui la recueille, le vit mal et finit par avoir des mots durs. Pas grave, les deux vont se réconcilier. Sauf qu'Arlong débarque, réclame à chaque habitant une grosse somme en échange de leur vie. Belle-mère n'a pas de quoi payer pour ses filles. Seule option, renoncer à cette famille et fuir. Nami la voit régler, puis les pirates s'éloignent. L'amour d'une mère ne se monnaie pas, même au prix de sa vie. Pendant les 10 prochaines années, Nami se bat seule pour protéger le village qu'aimait tant belle-mère, prête à tous les sacrifices pour être digne de son héritage. En première lecture, cette histoire est celle d'une gamine victime des pirates, sauf qu'elle a pris une toute autre dimension avec l'une des meilleures backstories de méchants. Pour ce faire, je dois vous parler d'un des gredins les plus légendaires de l'histoire, un personnage dont on a moult fois parlé sur Manga Trash, un malfrat coupable d'ignobles exactions qui a terrorisé de nombreuses îles en leur imposant un binge-watching de l'attaque des titans. Je parle là de l'infamement clownesque Maxou. Hey! Bon ok, j'ai tout inventé, mais c'est marrant d'inventer des backstories, non? Plutôt que de fabuler, tu ne veux pas découvrir la tienne? C'est pas bien dur à faire. Comment ça? Avec MyHeritage, tu as à disposition plus de 33 milliards de documents historiques pour t'aider à retrouver tes racines généalogiques, celles qui font de toi le youtubeur mégalomane que tu es. Bah. Ouais, c'était gratuit, ouais. Alors, chauve burlesque, je note maman burlesque, papa burlesque, les mamies burlesques... Ah, j'ai un ancêtre du côté de ma mère qui a vécu pendant la Révolution française à Coise. Attends, là il vient de me sortir un papy burlesque que je n'ai jamais connu, qui a eu 2 enfants en 96 et 98 à Lyon, après que je sois né, donc j'ai un oncle et une tante qui sont plus jeunes que moi. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça m'a rien coûté, j'ai 14 jours gratuits vu que je viens de créer mon compte, largement de copofiter ses découvertes. Attends, je vais essayer. Eh, j'ai trouvé que mon arrière-grand-mère était exploratrice en Afrique, et mon arrière-grand-père est... un clown? Décidément, ça fonctionne bien. Essayez MyHeritage grâce au lien dans la description pour construire votre généalogie, comblez les trous de votre famille et construisez tous la plus importante des backstories, la vôtre. Arlong et Jinbei sont deux faces d'une même pièce. Ils ont grandi dans une zone de non-droit où se rassemblaient des orphelins. Vus comme de simples poissons, traqués par les humains, ils ont vécu la haine dans leur chair, les privant du parc d'attractions qui les faisait rêver. L'un est devenu soldat et l'autre délinquant, avant de rejoindre ensemble Fisher Tiger, le chef des Pirates du Soleil. Un équipage mêlant victimes des dragons célestes et hommes libres, tous liés par un tatouage recouvrant la marque des esclaves. Au fil de leur combat, la haine monte et le sang est versé. Tout comme sa reine, Tiger espère briser le cercle de la haine, et si son équipage reproduit la violence de leurs oppresseurs, alors ils ne font que l'attiser avant de la léguer aux générations futures. Arlong, lui, n'en a que faire, au contraire, il veut réduire les humains en esclavage par la terreur, il veut devenir leur oppresseur car à ses yeux, ils seront toujours monstrueux, et malheureusement, le futur semble lui donner raison. Sur une petite île, ils croiseront une enfant esclave, Koala, brisée par les dragons célestes, elle tremble de peur face aux hommes poissons, cette peur même qui va la mener à la haine, alors il faudrait lui montrer qu'ils ne sont pas des monstres.
Ainsi, Tiger jette son arme et lui promet de lui rendre sa liberté. Ce qui va fonctionner, elle deviendra même une révolutionnaire, mais tous ne partagent pas son combat, et lorsqu'elle retrouve ses parents, ces derniers vendent Tiger aux Marines. Gravement blessé, il perdra beaucoup de sang, et le seul donneur compatible sera celui d'un humain, qu'il refusera. Après tout ce qu'il a vécu, la haine en lui est trop grande, et pour briser le cercle, il souhaite juste ne pas la transmettre. Le combat de Tiger se termine en échec, et Arlong deviendra le dépositaire de cette haine. Véritable incarnation de la colère de son peuple, il partira à East Blue pour créer son royaume, asservissant les humains depuis sa forteresse ressemblant au parc d'attractions dont il rêvait petit. Le bourreau de Nami n'est donc pas qu'un simple pirate, mais bel et bien une victime devenue avatar du poison de la haine. Le même qui contamine l'île des hommes poissons, le même qui est purgé lorsque Luffy sacrifie tout pour les sauver. À ses yeux, nous sommes tous égaux, qu'on blesse, qu'on soit blessé, c'est finalement le même sang qui coule en nous, un sang rouge. Beaucoup d'antagonistes de One Piece n'ont pas cette profondeur. Il y a des drames du quotidien comme Charlotte Pudding, harcelé et moqué, son troisième œil est une malédiction, que Sanji rompt. Plus mélodramatique, Big Mom. Que ce soit par sa taille démesurée, ses crises de colère ou juste sa naïveté, elle est un danger public, capable de tuer un ours en une baffe. Abandonnée à seulement 5 ans, Mother Caramel la recueille et lui pardonne tout, y compris lorsqu'elle tue l'un des anciens d'Airbaf, les condamnant à l'exil. Pour cause, Caramel n'est pas une sainte, mais une vendeuse d'enfants. Et Big Mom, c'est l'affaire du siècle. Elle n'aura jamais le temps de l'échanger. Pour son anniversaire, les autres orphelins lui offrent un gigantesque gâteau. Elle dévore, sans se soucier des autres, et les mange. La majorité des méchants n'ont pas de backstory, ou alors c'est très limité. Gecko Moria, Kaido a massacré son équipe, et parlons-en de Kaido, une déception pour les fans. Enfant soldat le plus fort de son village, vendu à la marine à 13 ans, il s'enfuit et rejoint les pirates de Rock, avant de fonder son propre équipage pour s'approprier Wano. Vous me direz, ça a été rushé. Difficile de faire mieux en un chapitre, sauf que la meilleure backstory de méchant n'est pas beaucoup plus longue. Ça se passe à Dressrosa, un arc où on a bien mangé. Déjà, Doflamingo, qui se résume en un gosse noble complètement psycho qui perd ses privilèges, subit le prix des actes des siens, et pour se venger, tue son père. Puis ça vire en full tyran, pas aidé par les subalternes qui encouragent ce qu'il y a de pire en lui. En quelques cases, Baby Five m'a plus touché. Une gamine née dans une famille pauvre, à qui on a toujours dit qu'elle était inutile. Elle est prête à tout pour les autres, même mourir. Et puis il y a Senior Pink, un mec qui se la joue viril, dans des fringues de bébé. Pourquoi? Juste pourquoi? Il y a des années, il est tombé amoureux. Les deux s'installent ensemble, ont un enfant, mais leur bonheur est bâti sur un mensonge. Pink se prétend banquier alors qu'il est pirate. Et pendant un de ses pillages, son fils meurt. Sa femme découvre tout, s'enfuit au milieu de la tempête et a un grave accident. Plongée dans un état végétatif, les saisons défilent. Rien ne la fait réagir jusqu'à ce qu'il porte la coiffe de son bébé. À partir de là, qu'importe de devenir la risée du monde entier. Ah, les frissons sont là. Et ce n'est même pas la plus réussie de Dressrosa. Les chapeaux de paille ne se battent pas contre des méchants, mais avant tout pour protéger les rêves des autres. Souvent exposés dans les meilleures backstories des alliés. Celle d'Oden Kozuki nous a offert certains des plus grands moments de One Piece. Son odyssée personnelle à travers Wano Kuni, son périple aux côtés de Barbe Blanche, et son voyage avec Goldie Roger jusqu'à l'ultime trésor de ce monde. Et surtout, sa backstory contient l'une des plus grandes tragédies du manga. Je parle là de sa fille, Iori, qu'il a vu s'humilier pendant 5 longues années pour protéger les siens, avant d'être trahie. Et puis les flammes ont séparé sa famille. Échappant de justesse à la mort, elle est élevée par un compagnon de son père avant de devenir geisha. Son objectif, séduire le meurtrier de son père dans le seul espoir de le venger. Son histoire incarne toute la détresse du peuple de Wano, de Toko, la petite fille qui s'est vue voler ses émotions par un fruit du démon artificiel, à Yamato qui court sans cesse derrière l'ombre d'Oden, et leur rêve commun d'un pays libéré du joug de Kaido. Un rêve pour lequel Luffy se bat, pour lequel il ira défier la plus puissante créature du monde. Tout comme il a déjà défié Crocodile pour Toto, un vieil homme rencontré dans une cité abandonnée. Lui fut autrefois un marchand renommé dont le fils est le leader de la révolution. Alors qu'il était
le meilleur ami de la princesse Vivi. Ensemble, ils rêvaient de fonder une grande ville. Mais les tempêtes de sable de crocodile ont tout recouvert et le garçon a perdu espoir en son roi. Mais pas Toto, lui a continué à se battre, trouvant les quelques gouttes d'eau qui révélèrent la faiblesse du grand corsaire. C'est ça l'objectif des backstories des alliés dans One Piece, de grands moments d'émotion où quelques personnages deviennent les avatars des problèmes que l'équipage va devoir résoudre. Et parmi les meilleurs, on en a sélectionné 3. La première, c'est une amitié vieille de 400 ans, l'amiral Noland, le plus grand des menteurs, soi-disant. Alors que la tempête menaçait de le couler, une cloche résonne et le guide vers une petite île. Ses habitants y sont dévorés par une étrange maladie, et persuadés qu'il s'agit là d'une malédiction, ils se sacrifient au nom de leur dieu serpent. C'est là que Noland débarque, tranche sa tête et s'attire la colère du plus grand de leurs guerriers, Kalgara. L'amiral déclare pouvoir tous les soigner, mais son équipage sera pris en otage. Il disposera d'une journée pour ramener le remède. Il court chercher les plantes nécessaires, mais un tremblement de terre le fait chuter dans une faille. Kalgara le retrouve et vient se moquer. D'après lui, les dieux l'ont puni. Tout ce que je veux, c'est sauver mon peuple. J'espère que ce que tu m'as dit est vrai et que je peux te faire confiance. Réponds-moi, peux-tu vraiment nous sauver? Oui, Kalgara. Son discours fait mouche, le guerrier le tire de ce mauvais pas et sauve son peuple. C'est le début d'une bromance légendaire qui conduit Noland à la cité d'or de Shandora, là où repose la cloche qu'il a en fait sauvé de la tempête. Mais leur lien se rompra vite lorsque Noland fera abattre les arbres sacrés. Kalgara refuse de lui parler jusqu'à son départ avant d'apprendre la vérité. C'était en fait la forêt qui propageait la maladie, et le guerrier se précipite alors sur la plage et, alors que le navire s'en va, fera ses adieux déchirants à son ami. Noland lui promet de revenir, Kalgara lui promet de faire à nouveau sonner la cloche, une promesse qu'aucun des deux ne pourra tenir. Au retour de Noland, le village a disparu et il sera exécuté pour traîtrise, moqué encore 400 ans après cette histoire. Tout ça parce que Kalgara et son peuple ont été propulsés dans les cieux par un phénomène rare avant d'être chassés de leur terre. Le descendant de Kalgara se bat désormais pour faire sonner cette cloche et celui de Noland pour prouver que la cité d'or existe. La deuxième backstory, c'est Kyros. Gamin des bidonvilles ayant tué les meurtriers de son meilleur ami, le roi lui offre une seconde chance, gagner sans combat pour la liberté. Mais une fois sa dette acquittée, il choisit de rester. Il est une bête, les bêtes restent enfermées. Il enchaîne ensuite les victoires, 100, 500, 3000, et après 9 ans, le roi en personne vient le défier. Désormais, au lieu de ressasser des vieux démons, tu pourras protéger et sauver des vies. C'est juste un choix de vie. Et ce choix t'appartient. Le voilà commandant de l'armée, la seule qui se méfie de lui, c'est celle dont il assure la protection, la princesse Scarlett, jusqu'à ce qu'il la sauve en défonçant un équipage pirate. C'est le début d'une romance qui conduit la jeune femme à la mort, simulée. Les deux vivent ensuite une belle vie heureuse, donnant naissance à une petite fille, Rebecca. Un soir, un incendie ravage le palais royal. Kyros s'y précipite pour sauver le roi, et se fait capturer par Doflamingo. Ce dernier lui annonce que sa famille va être exécutée. Kyros tranche sa propre jambe pour se libérer et abattre le monstre. Le fruit du jouet de Sugar le transforme en soldat de plomb. C'est une malédiction. Sa mémoire est effacée, ne reste de lui qu'une statue au Colisée. Et lorsque sa femme meurt dans ses bras, la douleur est encore plus grande. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Ma fille a faim. Et elle m'attend. Il retrouve alors sa fille, une inconnue pour lui, et l'élève. Travaille pour la nourrir et lui offrir un foyer. La voit grandir, lui apprend à se battre, et après plus de 10 ans, Usopp le libère enfin. Et c'est toujours pas la meilleure backstory de Dressrosa, parce qu'on a encore plus incroyable. Notre troisième, celle de l'eau, qu'on vous a déjà raconté plusieurs fois, notamment dans cette vidéo. En très résumé, sa famille et ses amis sont massacrés devant ses yeux à cause d'une maladie qu'il a lui-même contractée. Seul rescapé d'un génocide avec seulement quelques années à vivre, il vire psycho, rejoint Doflamingo pour y être sauvé par Corazon, qui donne sa vie pour le garçon. Que tu le veuilles ou non, maintenant il est libre! Ce flashback est légendaire et beaucoup estiment que c'est le plus réussi du manga. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien non, parce qu'il y a en fait la meilleure backstory de l'équipage. Mais qu'est-ce qui se passe? À présent, il ne reste qu'un quartet. Un trio. Un duo. Un solo.
Là, on vient de débloquer un souvenir. La backstory de Brook est simple mais terriblement efficace. Un équipage qui a fait une promesse à une baleine, mais qu'il n'a pas pu tenir car ils sont tous morts empoisonnés, laissant derrière eux leur chanson favorite que Brook garde en tête depuis plus de 50 ans. En un gros chapitre, c'est devenu l'une des backstories préférées des fans, alors qu'il y a quand même de la concurrence. Déjà, celle de Chopper qu'on a racontée dans la même vidéo que Law, et dans plein d'autres, qui est restée dans les mémoires pour ce qui est l'un des plus grands discours de tout le manga. Quand croyez-vous qu'un homme meurt? Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Ensuite, Franky, sans nul doute la plus sous-cotée du groupe. Fils de pirate abandonné dans une décharge, il est recueilli par un charpentier légendaire, Tom, celui qui a construit le bateau de Roger. Il lui offre une famille, brisée par sa condamnation à mort. Son espoir, 10 ans de sursis pour construire un train des mers. Ils y parviennent ensemble, pendant que Franky embrase sa passion, les navires de guerre. Tom est sauvé, mais le piège se referme. Le gouvernement mondial désire les plans qu'il possède, et pour l'obtenir, ils vont attaquer le tribunal avec les créations de Franky. Désigné responsable, Tom est emporté par son train vers son exécution, et le garçon en portera à jamais le poids. Malgré tout, les fans lui en préfèrent d'autres, que ce soit la mise à jour de Luffy après la mort de Ace, ou celle de Sanji à tout gâteau. D'origine royale, il a été un sujet de test scientifique. Il aurait dû être un super soldat privé d'émotion, mais sa mère s'est sacrifiée pour le sauver. Battu par ses frères, rejeté par son père, il a pour seule passion la cuisine, pour laquelle il fuira sa prison. Mais la meilleure backstory de l'équipage, ça reste celle de Robin. Sa mère l'a abandonné très jeune, vue comme un monstre par les autres enfants, maltraitée par sa famille adoptive, elle n'a qu'un refuge, l'arbre de la cognition. Les archéologues qui y vivent l'ont recueilli, et pour passer plus de temps avec eux, elle a décroché à 8 ans son diplôme et étudié en secret les poneglyphes. Ce qui entraîne une dispute. Elle a enfreint un tabou. Se sentant rejetée, elle fuit, rencontre un géant, Zoro. Les deux se lient alors d'amitié. Ce n'est qu'après quelques jours qu'elle apprend la vérité. Le gouvernement va tout détruire et sa mère est revenue. Elle fonce pour la retrouver, mais à son arrivée, les archéologues sont arrêtés. Et pour avoir découvert la vérité sur ce monde, on leur tire dessus. Avant de déclencher le Buster Call, une extermination totale, un génocide. Pour éviter que Robin soit tuée, sa mère refuse de la reconnaître. C'est trop dur pour la gamine, elle déballe tout, son diplôme, son étude des poneglyphes, en espérant rendre fière sa mère. Ça l'a condamnée à mort, mais en échange, elle gagne un geste d'amour, la reconnaissance de ses efforts et les adieux de sa mère. Cette dernière le confie au géant et part affronter les flammes, passer ses derniers instants à sauver le passé pour les générations futures. Zoro file à travers l'île, tanquant les tirs des canons pour protéger la fillette. Il l'amène sur un navire d'évacuation, refusé. Sa famille adoptive part, tous ceux qui l'ont brutalisé fuient et meurent. Leur navire explosé pour s'assurer que nul ne quittera l'île. Zoro continue à courir, mais il est rattrapé, gelé, lui laissant juste un dernier instant pour dire à la fillette que, quelque part sur les mers, le bonheur l'attend. Un jour, tu les trouveras. Tu trouveras des amis qui t'aimeront, qui tiendront à toi et te protégeront. Elle aurait dû mourir là, mais on lui donne une chance de fuir, de porter la mémoire et la volonté des disparus. Le lendemain, les archéologues ont gagné, tous les livres ont survécu à l'incendie et Robin est loin. Sa vie devient alors un enfer. Sa tête est mise à prix et partout où elle va, on l'a trahie. 20 ans à courir le monde. Quand elle rencontre Luffy, elle n'a plus envie de vivre. Et dans cette tombe d'Alabasta, elle était prête à disparaître. Mais l'équipage lui a redonné espoir, incarnant la promesse de Zoro. Je veux vivre! À présent, j'en suis sûre! Emmenez-moi avec
Robin a longtemps été considérée comme ayant la meilleure backstory de tout One Piece, parfois derrière celle de l'eau, mais ça se tirait un peu la bourre. Mais ça, c'était avant. Oda nous a offert en 2023 une histoire qui a déchiré le cœur d'absolument tous ses lecteurs, et pour en parler, on va devoir spoiler les scans. Commençons par une chose simple, tous les flashbacks dont on vient de parler suivent à peu près la même formule. Les personnages ont eu un passé difficile, ils ont ensuite eu un court moment de bonheur avant qu'on leur arrache de la pire façon possible. Puis est arrivé Kuma. Il est né dans un monde où il vaut mieux mourir. Pour avoir le sang d'une race maudite, les dragons célestes l'ont réduit en esclavage. Sa mère meurt sans même lui dire adieu, et son père est abattu sous ses yeux pour avoir osé lui raconter la légende du dieu soleil Nika, guerrier légendaire qui redonne le sourire. Et puis il y a 38 ans, on l'a jeté sur l'île de God Valley. Il s'y déroulait un jeu de massacre où 100 000 personnes seront tuées, et lui était justement l'un des gibiers. C'est là qu'il a rencontré Ginny, une jeune prodige de la récolte d'informations, et elle leur a trouvé une solution, un fruit du démon offert aux gagnants. Lorsque les pirates de Rox et de Roger s'en mêlent, Kuma profite du chaos pour récupérer ce pouvoir et s'en sortir avec plus de 500 personnes. Là vient le moment d'espoir, il a construit une nouvelle vie avec Ginny et devient un pasteur aimé de tous. Son fruit du démon lui donne le pouvoir de soigner les autres en supportant leur douleur à leur place. Ginny lui propose de se marier, mais il refusera par peur de la faire souffrir avec son héritage maudit. Mais un jour, les villageois sont réduits en esclavage par l'armée royale. Il rejoint alors l'armée révolutionnaire pour destituer le souverain. Il poursuivra ensuite la lutte à leur côté, son amour pour Ginny grandit, et elle finira capturée. Après 2 ans soumise aux nobles mondiaux, elle tombe gravement malade, victime d'expériences scientifiques. Elle finira par mourir juste après que Kuma l'ait récupérée, lui qui a tout perdu, sauf qu'elle n'est pas seule. Elle est avec une enfant, née des agressions répétées de ses bourreaux, Bonnie. Kuma décide d'en prendre soin, et à nouveau, il connaît le bonheur en élevant cette petite. Mais elle aussi est malade, il ne lui reste que 5 années à vivre. Il lui fait alors une promesse, lorsqu'elle sera grande, ils pourront voyager ensemble. Et après avoir défait le roi malveillant de retour dans son pays, ce qui lui vaudra le surnom de tyran, il parcourra le monde à la recherche d'un remède qu'il trouvera auprès de Vegapunk, le scientifique, à la solde du gouvernement. Mais le remède aura malheureusement un coût, renoncer à son humanité, renoncer à ses souvenirs, renoncer à tout ce qu'il est pour que sa fille adoptive puisse vivre. Et ce contre-coup, il l'accepte. À nouveau, il connaîtra quelques mois de bonheur, mais aussitôt après, on lui interdit de revoir Bonnie. Elle est retenue en otage jusqu'à ce qu'il abandonne son libre arbitre. Il lui fait alors ses adieux, lui promet une nouvelle fois de voyager, lui remercie d'être né, et part en sachant qu'il ne reviendra jamais, qu'il ne pourra jamais tenir aucune de ses promesses. La dernière partie du flashback nous montre comment Kuma a rencontré les chapeaux de paille et comment il les a sauvés à Thriller Bark, puis à Sabaody. Son ultime acte de défiance, il est temps ensuite d'effacer sa conscience. C'est ainsi que Kuma disparaît. L'homme qui a passé sa vie à courir pour sauver les autres n'est plus qu'un robot sans âme, un robot qu'un miracle ramènera à la vie, la vision d'un futur où sa fille est plus libre qu'aucun autre enfant, un futur où ils voyagent ensemble. Reconstituez vos racines familiales grâce à MyHeritage, passez par le lien dans la description et profitez de 14 jours gratuits pour comprendre d'où vous venez et mieux voir où vous irez.